IMHOTEP, Bekanefer, à toute l'Académie de la culture noire kémétique en tant que centre d'enseignement et à toute la communauté Kouche Kamite Congo, aux membres du Père Ank M. Tewuti et à tous les membres de la communauté Kamite. Je salue tout le monde en passant, je salue Moubali Makassi, je salue les Ngunza Lobola à Kinshasa, je salue tous les internautes et tous les membres de la communauté qui me suivent. Aujourd'hui, je viens envers vous avec un sujet très important. Et c'est une introspection, comme je le fais toujours, analytique. C'est une introspection analytique. Et nous allons parler de globalisation et discrimination. Globalisation et discrimination portent comme sous-titre « Aux Noirs africains, tout est interdit ». Pourquoi ce titre? Eh bien, ce titre ou cette réflexion sort d'une expérience vécue en première personne. Et je vais brièvement aller expliquer cette expérience pour pouvoir vous mettre dans l'ambiance du sujet que nous allons développer. Eh bien, nous sommes, ma femme et moi, du coup, allés pour ouvrir un compte bancaire dans une institution bancaire, bien entendu, non mélanodaire, mais pour dire non africain, pour la société Mbikoudi que vous connaissez et dont vous appréciez largement les produits. Okay? Nous avons soumis la demande et l'institution bancaire a pris beaucoup plus de temps normalement qu'il faut pour ouvrir un compte bancaire. Propre les procédures, il n'y a pas de problème jusque-là. Et dernièrement, il y a quelques jours, j'ai été notifié qu'en fait, les comptes bancaires étaient prêts pour être ouverts. OK? Et je suis allé à la banque, mais il fallait, disons, prendre des documents. Il fallait certains documents qu'il faut remplir. Il y a tout un nombre de documents qu'il fallait remplir et il fallait signer ces documents-là. C'est-à-dire les documents devaient porter la signature de moi et de Miko. Alors, et qu'il fallait signer, il fallait remplir ces documents à la maison parce qu'il s'agit de 50 pages de documents. Il fallait les lire et les remplir, ok? Et puis l'apporter devant la banque et la signer, ok? Devant les représentants ou disons les directeurs de la banque. Et jusque-là, nous n'avons pas de problème. Alors, j'ai posé la question. Est-ce possible d'avoir des comptes personnels à côté du banque à côté de la compte pour la société Mbikoudi? Comme vous connaissez tous, la société Mbikoudi est une société, bien entendu, mélanodaire, mais nous ne devons pas ignorer les points de sa naissance. C'est-à-dire, elle est née où? La société Mbikou, pour être une société mélanodaire, mais comme toutes les sociétés mélanodaires, sont nées en Occident. C'est-à-dire, pour Mbikoudi est né en Angleterre. Et donc, dans les calculs du budget, ou dans les calculs du PIB des fins de l'année anglais, de l'Angleterre, il compte aussi les achats faits par Mbikoudi. C'est-à-dire, tous les réseaux économiques générés par Mbikoudi, ok, ne profitent pas à un PIB africain. Il fait partie du PIB anglais. C'est une société, même si elle a été créée par des Noirs, elle est conduite par des Noirs, les produits sont fabriqués par les Noirs. Mais la finalité du point de vue de l'apport économique, ok, retourne toujours, financière en termes de réputation, retourne toujours chez les Anglais. Et donc Mbikoudi, avec cette tournée de paroles, je voulais tout simplement dire que Mbikoudi est une société anglaise. Et donc il a été donné la possibilité d'ouvrir un compte bancaire, ok, dans le système bancaire occidental, bien entendu. Et après, je pose donc la question, comme je le disais, si on pouvait avoir des autres, si c'était possible d'accompagner les banques, les comptes bancaires des affaires avec des comptes bancaires privés, personnels.
Alors, la réponse du directeur du banque était assez directe. Il dit, oui, c'est possible pour ta femme, pas pour toi. Je dis, tiens, ça signifie quoi pour ma femme, pas pour moi? Il me dit tout clairement, ta femme est anglaise. Elle a un passeport anglais. Toi, tu as un passeport africain. C'est un passeport indésiré. C'est comme si je n'avais pas bien écouté ce qu'il avait dit. Je l'ai regardé, il a souri. Alors quand il a souri, c'est comme si j'avais compris. C'est-à-dire, un peu confondu. Et puis je me suis levé, je ne lui ai même pas dit bonjour, au revoir, je me suis levé, je suis parti. Okay? Je me suis porté avec moi les documents à signer, bien entendu. Et durant le chemin, je me suis mis à analyser, à réanalyser cette scène. Non tellement à m'en prendre avec la personne, parce que, bien entendu, la personne parle en vertu d'un règlement qui lui a été donné. C'est-à-dire, ce n'est pas une action, une intention personnelle. Et même si il peut y avoir un peu de personnel à l'intérieur. Parce que se retrouver avec un noir qui a une compagnie, ce n'est pas un mâle noir qui a une compagnie, c'est pas généralement ce que les non-noirs aiment voir. Ils n'aiment pas, on aime les noirs pauvres, malheureux qui viennent demander de l'argent. Là, on est content quand on voit un noir dans une certaine position sociale et économique. C'est pas une situation que les non-blancs, les non-noirs apprécient beaucoup. Et voilà un peu. Mais il était en train de parler en vertu d'une institution. Il représentait une institution. Et donc, les idées dont il exprimait, le langage dont il exprimait et redescendait, sortait d'une régulation. C'est-à-dire c'est une décision, une démarche. C'est plutôt dans ce sens que, bien que l'expérience en soi puisse être triste, dramatique, et même générer de la colère ou de la confusion, mais je me suis tenu calme, je voulais aller, comme de mon habitude, dans une forme d'introspection analytique. Okay? Et il en sort ceci, et quelque chose qui est en train de se passer sous nos nez, que nous ne savons pas. Aujourd'hui, nous sommes dans une société, dans cette globalisation, mais nous ne regardons pas, nous ne prenons pas les temps, nous ne prenons pas du recul par rapport à ce qui nous est proposé et pour nous poser quelle est notre place. Nous ne prenons pas ce temps-là. Eh bien, quelque chose nous est proposé, on nous parle de la globalisation, de la mondialisation et nous l'adorons, nous la déifions. Mais nous ne prenons même pas le temps de l'analyser, de comprendre. Ben, ce n'est pas notre idée parce que si j'ai une idée, je porte avant un projet, les projets me concernent à premier. Mais quand l'autre personne vient vers moi avec un projet qui est le sien, dans lequel je me retrouve, je dois du moins me poser la question, quelle est ma place dans ce projet? Et sur ces points-là, nous commençons encore et encore cette faiblesse de ne pas rentrer dans cette démarche-là. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Et j'essaie d'analyser les dernières 20 ans, 30 ans. Si vous vous souvenez bien, j'ai fait des émissions, je fais voir comment la population noire dans les Amériques du Sud a été éliminée. Je vais me répéter encore. Eh bien, les pays sud-américains qui avaient au gouvernement seulement des blancs et des métis ont commencé à inventer des guerres. Et les noirs étaient obligés de s'enrouler comme soldats ou aller en prison. Et les noirs de chaque pays de l'Amérique du Sud s'étaient enroulés dans l'armée comme soldats des premières lignes. Et comme ça, ils se sont entretués entre eux. Quand le nombre de noirs prévus, quand ce qui avait été calculé, quand les projets avaient atteint son point de succès, eh bien, on suspendait la guerre. C'était quoi l'impact? Eh bien, c'était tous les noirs qui étaient morts. Et les femmes, justement, noires du Sud-Amérique, n'avaient pas intérêt de cette manière à épouser un homme noir. Pourquoi? Épouser un homme noir, c'était dangereux, c'était te mettre dans difficulté. Pourquoi? Parce que cet homme pourrait aller en prison s'il refusait d'aller à guerre. Et s'il allait à guerre, il allait mourir et on se retrouverait toute seule avec des enfants noirs qui n'auront autre futur, pas autre futur que celui de servir de chair à canon dans une prochaine guerre. Et donc, les femmes étaient beaucoup plus orientées, ce qui est normal, c'est un raisonnement humain, à épouser des métis ou des blancs. Parce que quand il y a un enfant métis, eh bien cet enfant-là
même s'il devait aller en guerre, il irait en tant que capitaine, il irait en tant qu'officier, il n'irait jamais sur les premières lignes de bataille. Et la société l'accepte, c'est-à-dire qu'il avait la possibilité de trouver un travail, il avait la possibilité de trouver une bourse d'études, il avait la possibilité de louer un appartement, il avait la possibilité d'acheter une voiture, il avait la possibilité d'être respecté et par conséquent, la mère, ok, obtenir un respect derrière son fils à la peau claire. C'est ça la réalité. Mais c'est une chose que nous connaissons, que nombre d'entre vous connaissons, que j'ai analysé plus d'une fois. Mais aujourd'hui, mon analyse se porte sur le fait que ces histoires ici se sont passées durant l'époque moderne. Ce n'est pas en 1800, ce n'est pas dans les années 20, ce n'est pas en 1900, non, non, c'était dans l'époque, ce sont pendant ces années ici, dans les dernières 20 ans, 30 ans, que tout cela s'est passé. La grande communauté noire n'est pas consciente. La communauté noire est la seule communauté qu'aujourd'hui ne sait pas revendiquer ses propres droits. Et je vais y revenir. Je vais plus ou moins, je vais d'abord finir cet exposé ici. Alors, nous sommes dans une globalisation, dans une marche globalisation. Aujourd'hui, la globalisation, ok, couvre en soi la discrimination institutionnalisée et par conséquent devenir loi. Nous sommes dans un état de choses où la discrimination contre tout noir est régie par la loi, mais pas n'importe quelle loi. Ok? Parce que il y a une identité noire qui est très mal acceptée aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a deux choses. Deux situations acceptables et une situation complètement refusée partout. Et institutionnellement reconnue, renforcée par les lois. Quand tu as la peau noire, tu dois avoir une nationalité occidentale. Cette occidentale t'arrache les droits de propriété d'intérieur. Parce que tu es adopté, tu es un fils adoptif. Les fils adoptifs, généralement, n'est pas mentionné dans les testaments. Ou s'il est mentionné dans les testaments, il se prend les restes. Dans la mesure où il y a des fils naturels, bien entendu. Pour ne pas faire ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Je disais donc, aujourd'hui, sans nous rendre compte, les seuls Africains et seules personnes avec la peau noire qui sont titulés par la loi, qui sont reconnus par la loi, qui sont à la limite donnés, reconnus une identité humaine, ce sont les personnes à la peau noire avec un passeport occidental, non africain. Dans les cas contraires, quand on a un passeport africain, on doit avoir une peau claire. Je vais récapituler. Aujourd'hui, dans la globalisation et discrimination dans lesquelles nous sommes enfoncés, et cela est légalisé, quand on a la peau noire, pour être reconnu en tant qu'un sujet qui a droit au droit, qui a accès au droit, cette personne à la peau noire doit avoir un passeport occidental. Dans les cas contraires, ou disons dans l'alternative, plutôt que les cas contraires, si une personne a un passeport africain, eh bien, il doit avoir une peau claire ou blanche. Les personnes qui, ou encore aujourd'hui, possèdent une peau noire et un document africain sont très mal vus. Ils n'ont pas droit, ils n'ont pas de droits. Ce ne sont pas des sujets de droits. Ce sont des sujets d'abus. Un des exemples flamboyants, et quand nous avons parlé de George Floyd, George Floyd a été tué en Amérique.
Mais George Floyd, c'est une personne avec la peau noire, avec un passeport américain. OK? Et nous avons vu ce qui s'est passé dans le monde entier. Il y a eu une mobilisation dans le monde entier. Et même quand nous parlons, c'est ça encore très important, quand nous parlons du mouvement Black Matter. OK? Le mouvement Black Matter, nous devons essayer d'être analytique sur ces points-là. Le mouvement Black Matter se réunit et s'indemne seulement quand il y a un noir possédant un passeport occidental avoir subi des abus, avoir été tué, avoir été maltraité. Parce que quand c'est une personne avec la peau noire qui a une nationalité africaine, le Black Lives Matter directement s'arrête. Parce que la personne de la peau noire avec un passeport africain n'est pas un sujet de droit. Les seules personnes avec la peau noire qui ont la liberté de circuler dans le monde, d'ouvrir et d'obtenir facilement un compte bancaire, d'avoir un prêt bancaire. Je me souviens encore, quand j'étais en Angleterre, il y avait une publicité qui passait à la télévision sur les... Comment on appelle? Quand on va acheter une maison et avec la banque, les prêts bancaires pour acheter une maison. Ce qu'on appelle en anglais mortgage. Je me souviens encore, les publicités faisaient voir un homme noir avec une femme blanche enceinte, ok, et en train de recevoir de l'argent de la banque. C'est-à-dire, les messages étaient aussi clairs. Tu es un homme noir, tu veux avoir une maison en Angleterre et marie-toi une femme blanche. De cette manière, tu obtiens la nationalité blanche et tu deviens un sujet de droit. Parce que dans le cas contraire, tu n'es pas un sujet de droit. En fait, les seules personnes à la peau noire capables aujourd'hui de s'élever, de prendre un avion et de voyager partout dans le monde sont seules les personnes à la peau noire montrant un passeport américain, européen et qu'en sais-je. Quand tu as la peau noire et un document africain, tu as des difficultés même à voyager en Afrique pour passer juste une frontière d'un pays à un autre. Ces droits n'étaient pas reconnus. Et nous voyons de plus en plus cette émergence d'une nouvelle société africaine occidentalisée, dans le sens où ce sont des Africains qui ont la peau noire, mais qui ne peuvent pas en quelque sorte revendiquer une territorialité de par leur appartenance à une nationalité différente, qui, du reste, les accepte, les tolère, mais ne les accepte pas. Mais ceci est un autre discours. Je ne rentre pas dedans. Je ne vais pas aller dans cette direction. Dis-moi, ce qui est essentiel ici, dans cet exposé, est réalisé parce que nous avons vu comment le Sud-Amérique a été dépeuplé aujourd'hui. Le Sud-Amérique, ceci ne s'est pas passé au XVIIIe siècle, c'est dans notre siècle, dans le temps moderne. Et encore à ce jour, nous sommes en train de voir impuissant cette démonisation ou cette archivation, cet effacement en titre de droits et de perception en tant qu'être humain, les personnes noires qui ont une nationalité noire, qui démontrent une forme d'intégrité culturelle et un choix fort sur l'appartenance. Cela est très 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 mal vu aujourd'hui. Mais encore, la communauté mélanoderme est distraite sur cette réalité-là parce que nous subissons les autres sans pour autant nous intégrons au projet des autres sans pour autant poser la question quelle en sera notre place. Quelle est notre contribution à ces nouveaux projets? Quelle en est notre place? Nous ne faisons pas cet effort en relation
où en conséquence, nous n'avons aucune place, on décide quelle est notre destination. Quel est le futur, comme je l'ai dit dans les émissions passées, de l'homme noir? Quelle perception nous avons de l'homme noir de demain? Eh bien, l'homme noir de demain, à moins que des mesures soient, des mesures contrastantes soient prises, l'homme noir de demain, c'est une personne de peau noire avec une nationalité étrangère, ou c'est une personne blanche de nationalité africaine, comme nous l'avons déjà en Afrique du Sud, nous avons la Tunisie et les pays arabes. Eh bien, cette pandémie qui a, au fil des temps, mangé les places occupées par les mélanodermes, est en train d'être consumée. Et aujourd'hui, je viens pour lancer ces questionnements-là à chacun d'entre vous. Je sais que beaucoup d'entre vous, sûrement, sont fanatiques de voir une Afrique complètement européanisée parce que, eh bien, c'est ce qu'ils ont été appris depuis très longtemps que c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Peut-être, je me le dis, peut-être, et la race noire mérite-t-elle d'être complètement effacée ou diminuer en nombre et assimiler, parce qu'aujourd'hui, regardez, comme je dis, les seules personnes les seuls Africains, les seules personnes ayant la peau noire qui sont aujourd'hui respectées, reconnues en tant qu'êtres humains, ce sont ceux qui ont des passeports occidentaux. Quand on n'a pas un passeport occidental, on est considéré comme de la marchandise, sans aucune valeur. On n'a aucune valeur. Je parle avec beaucoup de frères et sœurs qui sont sur le continent et aussi notifient cette réflexion en se sentant, parce qu'ils se sentent prisonniers. On dit que vous êtes Congolais, mais en réalité, le Congo, c'est un enclos colonial. Vous êtes retenus à l'intérieur du Congo. Voyez un peu. Le Congo, ce n'est pas un État. Les Cameroun, ce ne sont pas des États, ce sont des enclos coloniaux et à l'intérieur, vous êtes retenus à l'intérieur. La seule manière pour vous de vous évader de cette situation d'enclos, eh bien, c'est celui d'abandonner culturellement votre identité, d'en embrasser un autre, devenir une personne de couleur de peau noire avec une nationalité étrangère. À ce moment, vous échappez. Vous avez eu de la chance. Vous avez été béni par les créateurs qui vous a fait grâce en vous donnant une nationalité bénite, celle occidentale. Parce que la vôtre, elle est maudite, c'est l'africaine. Je pose ces raisonnements parce que nous devons réfléchir et être conscients de la direction que les choses sont en train de prendre pour ne pas nous en lamenter demain. Nous devons être conscients que notre incapacité, notre indisponibilité à réagir, parce que nous devons être conscients que ce qui nous arrive, nous apportons la responsabilité, si pas à 100%, mais au moins à 70%. Pourquoi? Quand nous regardons l'histoire, tous les peuples du monde ont toujours eu à réagir devant l'injustice qu'ils connaissent. Sauf nous autres. Peu importe le mal qu'il nous fait, qui nous est fait, et nous oublions. Nous avons la mémoire trop courte. Notre mémoire, cependant, devient extrêmement vive et puissante quand nous devons nous faire du mal entre nous, Africains, entre nous. Quand vous allez aux États-Unis, c'est vrai que la police américaine tue beaucoup de Noirs, c'est vrai. Mais nous devons aussi reconnaître le plus grand nombre de morts entre les Noirs. Ce sont les Noirs qui tuent les Noirs. Les Italiens et les Espagnols vendent de la cocaïne ou du crack ou des drogues très dangereuses aux Noirs. Et les Noirs en meurent. Mais les Italiens protègent leurs propres. Ils n'acceptent pas que d'autres personnes viennent vendre de la drogue à leur propriété, à leur communauté.
Mais les Noirs vont vendre des drogues qui tuent. Non pas aux Espagnols, aux Hispaniques, non pas aux Italiens, mais à leurs propres frères. Et c'est à leurs propres frères et sœurs qu'ils vendent de l'héroïne mal coupée. Quand nous allons dans la criminalité en Occident, les bandes noires, ce sont ceux qui se tuent entre eux. Ils s'entretuent entre eux, ils ne tuent pas les autres. Déjà que les autres nous tuent, et nous les aidons. Et nous les aidons, nous leur apportons main forte. Quand nous avons connu une explosion de l'histoire, je me pose une question. Nous avons vu des images qui ont traversé toutes les différentes communautés mélanodermes de l'esclavage ou de l'état de l'esclavage dans lequel étaient plongés certains de nos frères et de nos sœurs qui avaient eu la malchance de finir dans les territoires de l'Afrique du Nord. Il n'a pas eu de réaction. Il y a eu quelque chose, on en a parlé. Dans cette histoire-là, George Floyd, pour avoir été tué en tant qu'individu, a eu beaucoup plus de réactions que toutes ces centaines de Noirs que l'on voyait dans les émissions mis dans des cages, être donc maltraités. Ou nous avons connu des histoires où des personnes qui ont été maltraitées ou tuées au Pakistan, en Inde. N'avait pas connu d'écho. George Floyd a connu un écho. Pourquoi? Parce que George Floyd fait partie de la catégorie de ces noirs, personnes à la peau noire avec des droits. Black Lives Matter est là, d'une certaine manière, pour défendre les personnes de la couleur de peau noire ayant un passeport étranger, un passeport occidental, pas pour ceux qui n'ont pas de passeport, pas pour les noirs africains avec, avec une nationalité africaine. J'étais en train de parler et d'analyser la situation de l'esclavage que nous avons vu il y a quelques années, une ou deux années, dans l'Afrique du Nord. Il n'y a pas eu d'indignation. Je me demande, qu'est-ce qui se serait passé si des Congolais avaient été pris et mis en esclavage et maltraités au Cameroun? Ça serait la guerre. Les Congolais et les Camerounais seraient devenus ennemis aujourd'hui. Il y aurait eu des marches. Mais quand cela est fait par les divinités des Africains, c'est-à-dire ceux qui ont la peau claire, cela n'intéresse. On ne réagit pas. Cette passivité fait qu'on est les moins respectés. Tout le monde, comme je l'ai dit toujours, les Occidents ont dérangé partout dans le monde. Et encore aujourd'hui, ils créent toujours des problèmes à la Chine, ils créent des problèmes aux Arabes, ils créent des problèmes partout. Ils veulent dominer. Ils veulent vous dominer sur votre propre territoire. Ils veulent décider de votre vie. Tout le monde réagit. Tout le monde réagit. C'est en réagissant que les autres se sont construites et reconstruites. Mais le monde noir est silencieux. Peu importe le châtiment qui lui est accordé. Puisse-t-il être établi par la race blanche, par une autre race, le noir ne réagit point. Il accepte son sort. En acceptant ainsi son sort, il a perdu toute crédibilité devant tout le monde. Il a perdu toute crédibilité devant tout le monde. Nous n'avons pas même au niveau sans sortir, sortons de cette référence politique, mais nous avons plusieurs communautés. Aujourd'hui, les Pakistanais, les Indiens, partout où ils vivent dans tous les pays, ils sont craints, ils sont respectés parce qu'ils ont des communautés qui fonctionnent comme des institutions qui les soutiennent. Aucun Pakistanais qui vit en France, en Belgique est seul. Il a sa communauté derrière lui, mais ils sont organisés.
Aucun arabe qui vit en Europe est seul. Non, il a une communauté qui sont organisées, en mesure d'intervenir. Capacité de produire de l'économie, d'organiser leur société, de se défendre. Nous n'en sommes pas capables. C'est rarement que vous allez voir en Europe qu'il y a une conférence arabe. Il y a une conférence pakistanaise, ou il y a une conférence indienne. Les conférences kamites, il y en a eu dans les dernières 20 ans énormes, 10 ans peut-être énormément beaucoup. Et chaque jour, je reçois des invitations où je sois sur Internet, il y a une telle conférence, il y a une telle conférence, il y a une telle conférence. Mais où sont les résolutions? Où sont les résolutions qui ont été prises? Quelles sont les décisions qui ont été prises? Qu'est-ce qui a été dit pour dire, écoute, vu cette situation-ci, vu telle situation, nous nous sommes réunis en conférence. Nous avons discuté et comme étant des doyens de la communauté ou les personnes les plus actives de la communauté, nous avons pris telle décision qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons fonctionner ainsi. Que celui qui veut être titulaire derrière nous doit intégrer, accepter telle démarche, telle loi. Sinon, tu es à l'extérieur. Où sont les régulations? Où sont les décisions des 1001 conférences que l'on fait des fois et fois? On fait des conférences des fois et fois pour parler des choses qui ne sont pas qui n'ont pas de lien avec la réalité que l'on est en train de subir jour pour jour en termes de droits, de protection. Et nous ne prenons pas des décisions pour nous-mêmes. Nous n'intégrons pas un esprit de cohésion, d'intégration. Chacun de nous veut être directeur technique de lui-même. Et à la fin, nous sommes désunis. Et de cette désunion, de cette incapacité à produire des réglementations, à prendre des décisions qui nous concernent, nous, en première position, les renforcer, les faire reconnaître entre nous et pousser les personnes à travers un enseignement, à travers un parcours d'explication, les raisons pour lesquelles ils doivent intégrer. C'est un peu comme on appelle les associations des travailleurs. Pourquoi un travailleur a-t-il les besoins d'intégrer à une association des travailleurs? Eh bien parce qu'ils te défendent contre les employeurs. Parce que l'employeur a tendance à abuser. Et s'il n'y a pas une organisation des travailleurs capable de s'élever pour défendre les intérêts communs, si chaque travailleur ne pense qu'à son propre intérêt, eh bien, une personne, pour l'employeur, la meilleure situation pour un employeur occidental, c'est de vous faire travailler et de jamais vous payer rien. Et c'est pourquoi les travailleurs constituent la partie faible, s'intègrent dans une communauté qu'on appelle les associations des travailleurs. Parce que ce n'est qu'ensemble qu'on devient fort quand on a des intérêts en commun. Et jusque-là, depuis les États-Unis, sont les États-Unis à côté, mais parlons de l'Europe, cela n'existait pas. Et même si cela existe du point de vue des États-Unis, cela n'intéresse que les Américains. Mais en Europe, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons des petits mouvements de gauche et de droite, mais les intérêts communs ne sont pas servis. On fait des conférences où on parle pendant des heures et des heures, mais où sont les réglementations? Où sont les réglementations? Où sont les décisions prises auxquelles les personnes sont invitées à y intégrer pour être défendues? Il n'y en a pas. Du moins, si vous en connaissez, dites-moi et je m'intègre, j'intègre tout de suite.
Dites-moi une, comme ça j'intègre tout de suite. Parce que comme vous le connaissez, je ne fais pas des conférences. Et la raison pour laquelle je ne fais pas des conférences, parce qu'on en fait trop. Et je n'ai pas encore vu des résolutions prises. On les fait, je ne sais pas moi, je ne vais pas vexer personne, mais c'est comme de la masturbation intellectuelle tout simplement. Où on va parler, on débat, on gonfle des égos. Mais à la fin, où sont les solutions? Quelles sont les réglementations qui ont été votées? Où ont-ils été publiées? Où peut-on tout prendre on peut prendre connaissance des réglementations qui ont été publiées? Comment peut-on y intégrer et bénéficier de cela? Dans le sens d'être protégé, d'être représenté, parce que ce qui nous manque, c'est une représentation. Les autres sont puissants parce qu'ils ont une représentation. Si nous n'avons pas une représentation, nous n'avons pas de futur, nous n'avons pas de destin, et les autres décident pour vous. Et qu'est-ce que les autres ont décidé pour nous? Eh bien, on a décidé qu'être un noir, avoir la peau noire et un document africain, c'est illégal. C'est illégal. C'est un peu comme les green pass, les passes verts. Quand tu es noir, pour pouvoir circuler, tu as besoin d'un passe vert. Les passes verts, c'est quoi? C'est la nationalité occidentale. Quand tu n'as pas les passes verts, tu n'as droit à rien. Tu n'as droit à rien. Et cela a été décidé. Cela a été décidé. C'est quel futur que nous donnons aux enfants de demain. Même si nous faisons des enfants qui ont une nationalité occidentale. Et de par conséquent, certains droits leur sont accordés. Mais vu que ce sont des droits qui leur sont accordés et ce ne sont pas des droits, tous les peuples dans le monde ont pour droit ceux qui se sont battus et mérités. Les libertés, ça s'arrache avec la violence et la force. Tous les peuples du monde ont dit se battre pour avoir ce qu'ils ont. Si nous ne nous battons pas pour avoir ce que nous voulons, si elles nous sont concédées, si nos enfants, les Africains modernes, c'est-à-dire les Africains avec des passeports occidentaux, ont des droits qui leur sont reconnus parce qu'ils leur ont été donnés, ils ne les méritent point, ils ne se sont jamais battus pour ça. Mais qu'est-ce qui vous garantit qu'ils les auront demain? Qu'est-ce qui ne dit pas que de la même manière, ces réglementations leur ont été imposées, données, concédées, qui ne leur soient pas retirées ou altérées encore une fois. Encore altérées une fois. Nous avons beaucoup de mouvements civiques. Nous avons Mbali Makassi, nous avons mon frère Diabanza, nous avons Kémy Seba, nous avons pris, je ne vais pas citer tout, mais c'est quoi, où est le mouvement d'ensemble? Nous retournons à la même problématique qui est née depuis la chute de l'Égypte antique. Il n'y a eu jamais une démarche civilisatrice parmi les Noirs. Quand Shaka Zulu a été attaqué par les Anglais, les autres étaient où? Quand chaque empire entre royaumes africains s'est fait attaquer, les autres étaient où? Non, tout le monde s'en foutait. Et aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. Quand le Congo est attaqué, qui a un intérêt? Au contraire, tous en profitent pendant que le Congo est sous attaque. Quand les Zaïre étaient sous attaque, tous en ont profité l'Angola, les Zimbabwe pour venir soutirer les minéraux. Mais pas pour l'aider. Pas pour l'aider. Quand la rébellion a commencé à naître au Zaïre, avec Laurent Désiré Kabila, quels sont les présidents, les États africains qui ont dit, écoute, Laurent, viens ici. Essayons de traiter à l'amiable. Essayons de trouver une situation qui ne va pas faire souffrir les autres. Mais tout le monde s'en foutait. La guerre en Angola, pendant 40 ans, tout le monde s'en foutait. Tout le monde s'en foutait. Nous avons conservé la même démarche. Et encore aujourd'hui,
le fait que nous avons plusieurs CDC leaders, dites Kamits, à gauche et à droite, chacun avec son propre mouvement, démontre encore une fois, nous sommes en train de marcher sur la malédiction des pharaons. Et c'est cette malédiction des pharaons que nous nous sommes soumises. L'incapacité de nous coordonner et de fonctionner ensemble. L'incapacité même dans cette organisation petite que l'on est, de créer des résolutions. Comme on arrive en Europe, on voit vous allez trouver quelque part, vous avez une organisation des travailleurs pour tituler les droits des travailleurs. Vous y intégrez, vous faites des versements, vous participez au collectif, vous participez à des réunions, et quand votre docteur du travail, quand votre employeur vous crée des problèmes, la communauté se présente et vous défend. Et les employeurs, ils ont peur. Parce que parmi ces gens-là, il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des juristes. Mais écoute, combien de juristes y a-t-il parmi les noirs? Combien de juristes y a-t-il en France? Noirs. Combien de juristes noirs y a-t-il en Belgique? En Suisse, en Hollande, en Angleterre, au Portugal, en Espagne, en Italie. Combien de commerçants y a-t-il? Mais comment il n'y a pas une ligue de défense? Comment il n'y a pas de conférences qui sont faites pour trouver des résolutions, pour voter des résolutions? Et puis demander aux autres d'intégrer sur base de loi. Parce que c'est facile de demander aux gens, venez intégrer un mouvement, on va faire des choses, on va faire ceci. Et justement, la personne de demander, ça me profite à quoi? Mais quand les personnes savent qu'en y intégrant, je suis protégé, je suis suivi. Quand j'ai un problème, ces gens-là vont se déplacer pour venir avec moi. Et parmi ces gens-là, il y a des juristes, il y a des avocats qui, de par ma simple participation, peut-être une cotisation annuelle, j'ai un avocat capable de me défendre dans tous les autres cas. Quand il y a un problème, n'importe quel problème, je n'ai pas besoin d'aller prendre un avocat occidental, nous appartient à une ligue de défense. Là, nous avons des avocats. Et en vertu de ma participation à cette association-là, l'avocat va venir. Non. Parce que l'avocat passe à faire des millions. Et défendre la communauté ne lui donne pas des millions. Et donc abat la communauté. C'est cette attitude compulsive sur laquelle nous ne raisonnons pas, qui est la cause de notre propre malheur, pas les autres. Tout le monde a profité de celui qui est faible. Ce n'est pas le catéchisme, cet univers. Et ça, c'est une réflexion que je mets devant vous. Et j'aimerais que cela puisse vous mettre aussi dans un état d'introspective analytique. Et de réaliser que nous n'avons pas notre destin entre les mains. Et qu'il y a une forme de modification de la perception de par nous-mêmes d'être noir. Et que le noir, la personne de couleur, la personne avec la peau noire, et une identité nationale africaine a été déclarée illégale selon les droits non dits qu'on appelle consuétudes occidentales. C'est une personne africaine avec un passeport africain est une entité qui n'a pas droit au droit. C'est un être qui ne bénéficie pas des droits. Et nous avons donné notre approbation à cette politique. Nous contribuons à renforcer cette politique, cette vision, cette démarche et ces futurs-là par notre silence, par notre incapacité à converger, parce que les conférences, j'en trouve, parce que des fois on peut dire, et on ne fait rien, on fait, il y a des conférences, mais il n'y a pas de résolution. Est-ce le mouvement kamétisme et est-ce le mouvement kamétisme celle où je vais reformuler ma question? C'est une question de conclusion que je vais poser à chacun de vous qui vous déclarez kamétis. Et j'aimerais que vous réfléchissiez, que vous vous donnez la question vous-même. Et peut-être que vous pouvez m'écrire sur YouTube.
Réfléchissez-y et répondez à cette question. Est-ce le mouvement kamite juste un New Age? Vous avez connu les New Age occidentales. Ok? Vous vous souvenez de cette époque-là, les années 60, 70, 80. Les New Age qui devaient apporter une révolution de la pensée spirituelle du monde occidental, qui s'est révélé un véritable flop. Est-ce le kamitisme juste un New Age africain? Est-ce le kamitisme juste une forme de couverture qui, au fait, à la fin de la journée, aide beaucoup plus l'ennemi qu'elle se sent parce qu'elle nous met dans un état où l'on pense qu'on est en train de faire des choses pendant que nous sommes en train de rien faire. Dans le sens que ce que nous sommes en train de faire n'a pas d'impact réel sur notre perception et la perception des autres en termes de nos droits. Parce que si le kamitisme ne permet que de varier une forme de perception de soi, sans un impact sur la perception en termes juridiques, en termes sociaux et en termes d'identité, ce n'est qu'un New Age. Et ce New Age est utilisé comme figure principale pendant que dans l'arrière-plan, ce qui est en train de se décider est tout autre. C'est parce que c'est pendant le mouvement kamitisme, les kamites, que nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, être un noir, une personne de peau noire, avec une nationalité noire, est une personne qui n'a pas droit, qui n'a aucun droit reconnu véritablement. C'est une personne qui doit vivre dans un état d'enclave, peu importe où il se trouve. Il ne peut pas se déplacer comme tous les autres. Il ne peut pas jouir de la vie comme tous les autres. C'est un condamné. Parce qu'il est condamné en vertu de deux choses. Il a une peau noire et il a une nationalité africaine. La seule possibilité pour lui d'échapper à cela est celui de se marier à une femme blanche. Ou rentrer dans le processus de changer de nationalité. S'il maintenait sa peau noire et une nationalité occidentale, il est accepté. Ou bien, si ses enfants, s'il a des enfants avec une femme blanche, ces enfants-là bénéficieront de tous les droits humains en ayant la nationalité africaine de leur père. Parce que ce sont des Africains avec la peau claire. Telle est la nature de l'analyse que je vous porte entre vous aujourd'hui. N'allons tout de suite pas dans la colère. N'allons tout de suite pas dans la réaction. Et je vous invite à une réflexion analytique, une introspection analytique. Et de cette introspection, si vous trouvez que cette démarche est juste, qu'en fait les Noirs, la personne de couleur noire, des peaux noires et des nationalités africaines est un être obsolète désormais, qu'il est juste qu'il puisse disparaître, c'est une possibilité que nous... C'est la démarche des autres. C'est la décision, ce sont les décisions qui sont prises au niveau international déjà, où nous ne participons déjà pas, où nous ne sommes déjà pas présents. Trop occupés à danser Fali Poupa et Kofi. Si nous trouvons que cela est juste, si nous trouvons que c'est une démarche qui nous intégrons, alors il n'y a pas de problème. Nous assumons la responsabilité. Mais si ce n'est pas quelque chose auquel nous adhérons et que nous trouvons qu'elle est injuste, alors je vous dis, le moment de réagir est aujourd'hui ou jamais. Je vous dis et je vous répète, le moment de réagir est aujourd'hui ou jamais. Sommes-nous en mesure? Et j'attends vos réponses par rapport à ce que je suis en train de vous dire maintenant. Sommes-nous en mesure de venir ensemble et de mettre la main dans la main pour tituler, revendiquer une reconnaissance juridique, humaine, aux personnes des peaux noires ayant
des passeports africains? Si vous trouvez que cela est une chose que nous pouvons faire, je suis votre soldat. Je me battrai aux côtés de vous. Nous devons revendiquer. Nous ne devons pas continuer à nous faire taper de gauche et de droite et dire Amen, 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 Amen. Non. Nous avons une identité faible et tout le monde est convaincu qu'on peut abuser de nous et nous ne ferons jamais rien. C'est par rapport au destin que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Trouvons-nous, trouvez-vous que c'est juste qu'une personne de peau noire portant un passeport africain soit déclaré un être illégal et par conséquent il a droit à rien, pas aucun droit, discriminé sur base de sa nationalité, de sa couleur de peau en jonction, et que la seule manière qu'il a pour échapper à cela, épouser une femme blanche, avoir une nationalité occidentale, ou c'est quoi l'alternative l'autre? Épouser une femme blanche, avoir une nationalité occidentale, épouser une femme même noire qui a une nationalité occidentale et à procéder au passage des nationalités, soit aussi, ou accepter que sa vie est finie et la seule possibilité c'est lui d'épouser une femme blanche, avoir des enfants blancs qui pourront, parce que dans la première situation tu renonces à ta nationalité, elle est finie. Ok, tu prends la nationalité occidentale, ta tête est en Occident et c'est tout. Et tu prives tes enfants de la possibilité de bénéficier de cette nationalité-là. Africaine, c'est-à-dire on abandonne la terre aux autres. Parce que les Africains de demain sont tous blancs. Ou nous pensons que nous pouvons réagir à cela. Nous pensons que nous pouvons élever la voix à cela. Dénoncer les comportements discriminatoires réservés aux personnes de couleur noire avec des documents, un passeport noir. Reconnaître avant tout que Black Lives Matter n'est qu'une histoire des personnes avec la peau noire et des passeports occidentaux. Des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes, qui meurent en Afrique, vous n'avez pas de démarche sur cela. Nulle part. Black Lives Matter n'existait pas sur ces points-là. Ça n'existait pas. Mais si on touche à quelqu'un, spécialement s'il est américain, spécialement s'il est américain, parce que s'il est français, on peut en passer encore. S'il est belge, on peut anglais, on s'en passe. Spécialement s'il est américain. C'est à ce moment-là qu'on réagit. Black Lives Matter existe pour ça. Nous ne devons pas nous confondre. À vous la parole. Ankh, Oudja, Seneb, j'entendrai vos réactions. Si vous pensez que nous devons nous tuteler, si nous disons que nous devons créer là dehors, que nous sommes des êtres humains, que nous avons droit de bénéficier des droits. Nous ne devons pas vivre des enclos, nous ne sommes pas des animaux. Nous ne devons pas être discriminés sur base de la couleur de la peau, en jonction avec la nationalité. J'attendais votre réponse et je vous servirai sur la base. Ankh Oudja Seneb.